Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Michel Caram, entrepreneur à succès et membre du jury de Qui veut être mon associé sur M6. Enfant de guerre, immigré en France, il a transformé les obstacles en force. Mais en fait, la guerre, finalement, est une excellente école quand on ne meurt pas. Elle a un problème, c'est qu'elle tue ses élèves, cette école. Mais quand on s'en sort, la guerre nous apprend beaucoup de choses. Avec plusieurs sociétés créées et des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé, Jean-Michel est un véritable ovni de l'entrepreneuriat. J'ai toujours dit viser les étoiles. J'ai toujours visé les étoiles. Je suis considéré dans le monde des affaires comme moon shatter. Donc je vise la lune. Et j'invite tout le monde à être comme ça. Cet épisode est un véritable shoot de motivation. Personne ne va t'aider si tu ne te lèves pas. Même Dieu. Dieu, dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi et je t'aiderai. Il t'a pas dit reste assis, je t'aiderai. Plein de gens qui sont assis devant leur télé, ils veulent rien foutre, ni travailler, ni rien. Prendre conscience de notre temps sur cette terre. En fait, la vie, c'est quoi? C'est ridicule, en fait. On a un passage éclair. Si on compare la vie d'un humain sur l'unité temporelle de l'univers, c'est même pas un clin d'œil dans l'univers. Un épisode intime où Jean-Michel se livre. Pour moi, Dieu, c'est l'amour. Ma conviction forte, c'est Dieu existe. Je pense qu'on appartient à Dieu à un moment donné. Notre âme est chez Dieu. Moi, je crois dans l'immortalité de l'âme. Il nous raconte aussi sa descente aux enfers quand plus rien n'a de sens. J'ai fait beaucoup de mal à ma famille parce que c'est dans cette période-là, dire que tu n'as plus envie de vivre, c'est quand même dur à entendre. Et comment il a repris goût à la vie, aidé par l'invisible. Il y a eu des choses qui se sont produites qui sont presque surnaturelles en fait. On parle de sa peur de vieillir, de comment ralentir le temps, des religions et surtout, on plonge dans l'univers intérieur d'un entrepreneur hors norme pour comprendre comment il pense, agit et transforme tout ce qu'il touche. Tout démarre par une volonté de prendre sa vie en main, de changer son destin, de créer un destin. Merci à l'hôtel M Social Opéra Paris pour leur accueil et leur gentillesse. Et n'oublie pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Cela aide grandement ce podcast à faire sa place, c'est un véritable soutien et ça ne te prend que 2 petites secondes. Je te souhaite une excellente écoute. Salut Jean, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bah écoute, je me sens bien, je suis ravi d'être ce matin avec toi. T'es ma reprise de podcast de cette année. Et toi aussi. Et du coup, je suis hyper excité à l'idée de t'entendre parler de tellement de choses parce que tu as fait beaucoup d'interviews et il y a plein de fois où au-delà de l'entrepreneur, tu dis des choses qui sont tellement profondes que c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter justement pour aller dans cette profondeur-là. C'est sûr que ce ne sera pas une interview business forcément parce que moi, ma communauté, on n'est pas forcément là-dedans, bien que c'est très intéressant, donc on peut aller t'écouter ailleurs. Mais donc voilà, aller sur des choses un peu plus profondes. Si là, tu vois, je t'invite à une soirée. D'ailleurs, avec des amis, ma soirée d'anniversaire, tu débarques et on te demande « Ah, t'es qui? Tu fais quoi ?» Qu'est-ce que tu réponds comme ça dans une soirée? En fait, réellement, je n'aime pas trop aller dans ce genre de soirée. Non, en fait, c'est vrai, hein, j'apparais très très peu dans des soirées RP, etc. Je vais quand c'est mes amis, etc. Mais tout le monde sait à Paris, par exemple, que quand on m'invite à des soirées de représentation, etc., je ne viens que si j'ai un prix à prendre ou un truc comme ça. Rarement, j'envoie des gens à ma place. Mais parce que j'aime pas trop ce genre de choses. Mais si on me dit qui tu es, je dis je m'appelle Jean Caram et je suis entrepreneur. Ok, ouais. C'est vrai que ça donne entre guillemets une étiquette, mais c'est tellement petit comparé à, je trouve, la montagne de choses que tu as pu faire dans ta vie et qui tu es. Et d'ailleurs, j'ai envie de revenir à ça. Tu le dis, hein, que t'es un enfant de la guerre, mais je t'ai pas forcément entendu parler spécifiquement. Qu'est-ce que c'est le quotidien quand on est né au Liban pendant la guerre civile? C'est quoi le quotidien d'un enfant comme ça? C'est très intéressant comme question parce que en fait les gens on parle de la guerre de loin et on émet des avis même. On prend 2 belligérants et puis on dit voilà, eux ils sont un peu violents, eux moins violents, machin. On émet des idées. On n'a pas idée de ce que c'est qu'une guerre. Dans la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un des grands généraux de la guerre et il a dit une phrase très importante. Il a dit il suffit qu'un jour 2 personnes décident de faire la guerre. C'est souvent 2 personnes parce que c'est 2 dirigeants, et c'est la catastrophe garantie. Une guerre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer si on ne le vit pas.
Moi, je vivais dans la montagne chrétienne, donc dans le mont Liban. Le Liban est tout petit, hein. C'est 200 km de long, 50 km de large. Hein. C'est la Corse, un peu plus grand que la Corse, là, 1500 km de plus. Ouais. Donc c'est trop petit. Avec des montagnes de partout, etc., la mer, la plaine, etc. Mais c'est petit en taille. Et sur ces 10 452 km², nous avons libéré une région. Et on l'a libéré de qui? Des Palestiniens et des Syriens. Et on a installé ce qu'on appelle la région libre. 10% de cette surface. Donc, 1000 km². Donc, moi, ouais. La guerre commence à 5 ans. J'avais 5 ans. Donc, bon, les 5 premières années, on ne se rappelle de rien, on ne sait même pas où est-ce qu'on est. Hein. Ouais. Mais de 5 ans à 20 ans, date de mon départ du Liban, j'ai vécu à peu près 95%, plus même, de mon temps dans ces 1000 km². En fait, à 5 ans, la guerre commence et je me retrouve dans la région libre, j'avais 7 ans. Après le massacre que ma famille a subi dans la montagne, on est descendus tous dans cette région libre. Et dans cette région libre, 1000 km², je passe de 7 ans à 20 ans. Et cette région libre s'organise, devient un vrai pays, en fait, où nos troupes la défendaient. Et à l'intérieur, on soutenait nos troupes. Mais la vie continue, des banques qui s'organisent dans les sous-sols, sous les bombes. Il faut savoir que dans les zones de guerre, de temps de guerre, on avait des centaines, des milliers d'obus qui nous tombaient sur la tête. Pourquoi? Parce que pour le régime Assad, que maintenant toute la terre sait sa criminalité, il ne ripostait pas sur les places militaires, sur nos places militaires. Toute maison, tout endroit dans cette région libre était cible. Et notre vie, elle était cadencée entre des périodes d'accalmie, okay. Des périodes qui chauffent. Dans les périodes d'accalmie, on vivait comme si on était à Paris. Ça veut dire boîte de nuit, tout ce qu'on peut imaginer. Okay. Hein, la vie. Ouais. Mais même la vie dans tout son excès. La vie à la libanaise. Hein. Les boîtes de nuit pleines, les femmes qui dansent sur les tables, les gens qui dépensent de l'argent comme des fous, etc. Et puis on commençait à dire, telle date, t'as entendu, le 5 octobre, ça va partir. Et on vivait dans cette date qui s'approche, et on disait, mais pourquoi le 5 octobre? Personne ne savait pourquoi, en fait. Ouais. C'était des dates balancées comme ça. Et en réalité, le 5 octobre, c'est souvent que ça partait. Pourquoi? Parce que c'était tellement tendu sur les lignes de démarcation que si d'habitude il y a un tir en l'air et personne ne ripostait, là, ce jour-là, on disait « Ah, c'est le début de l'attaque ». Donc tout de suite, on se mettait à taper très fort. Et ça partait. Et quand ça partait, nous, avant, qu'est-ce qu'on a fait? On a programmé que le 5 va péter. Donc on a barricadé nos maisons. Dans chaque maison, on avait une chambre qui ressemblait à un abri. Donc on a plus de fenêtres parce que les fenêtres sont il y a des sacs de sable dessus. On a arrangé l'électricité parce qu'on a un générateur électrique qui génère parce que l'électricité va se couper. Et quand on n'a plus de fuel pour le générateur, il fallait prévoir des batteries, des piles de voitures qu'on branchait à des néons pour machin. Et une fois qu'il n'y en a plus ça, on avait des bougies, des trucs de base. Ouais. Et donc on se préparait à ça. On avait de la nourriture. Et en fait, quand ça partait, tout s'arrêtait, on allait aux abris ou on allait se battre. Il y a deux cas pour résister. Et dans la période chaude, en fait, dedans, il y a des micro-pauses. Ça veut dire, par exemple, la nuit est très, très, très chaude. Au matin, ça va se calmer. Les gens sortent, regardent les maisons, où est-ce qu'il y a les bombes qui sont tombées, commencent à réparer très vite. Donner un ordre d'idée, mon père a réparé nos vitres peut-être 17 fois. Parce que, alors, on faisait ce qu'il faut, hein, on ouvrait les fenêtres. Parce que si on ferme les fenêtres dans la guerre, ça explose. Hein. Ouais. Donc, il faut ouvrir les fenêtres pour que la pression puisse s'évacuer. Mais malgré tout, ça pétait, parce que les bombes tombaient très, très, très proches. Et
imagine maintenant un enfant, et il y avait beaucoup comme cet enfant, qui est moi, doit continuer à vivre, se projeter, dire il faut que je fasse des études, je veux devenir ingénieur. Moi, je voulais par exemple être ingénieur, donc j'allais à l'école, je travaillais très bien, on était en classe. C'est comme, il y a des scènes en fait, on était en classe et n'importe quel enfant au Liban arrive à reconnaître le bruit d'un tir qui part et celui qui revient. On a les sons sont différents et tout le monde sait. Et quand notre artillerie tapait, nous on était en cours, quand ça partait par exemple, on lui disait va que Dieu t'aide, va que Dieu soit avec toi. Et le prof continue à écrire et il se tournait comme ça, il dit vous verrez ça va revenir. Et en fait ça ne tardait pas et les bombes tombaient dessus. On va à l'école. Hier, la cour était super, les bâtiments étaient super. Le lendemain, on arrive à l'école, il y a des obus qui sont tombés dessus. Donc, il y a des pierres partout, des vides partout. Et j'étudiais chez les sœurs du Rosaire. Et les sœurs nous disaient, attention, marchez pas sur les vitres, etc. On arrive à construire ses rêves quand on est dans cet environnement-là. On peut avoir des rêves. Moi, j'avais beaucoup de rêves. Lesquels ? Beaucoup. Hein. Je voulais, moi, depuis gamin, je voulais réussir. Je savais pas si j'allais être médecin ou ingénieur, mais j'allais être un des deux dans ma tête. Je voulais aussi gagner de l'argent. Je voulais mettre ma famille à l'abri. Je voyais comment mes parents travailler dur et se sacrifier pour nous. Nous, on est une famille de 4 enfants, donc 3 garçons et une fille. Au Liban, c'est une des choses pour lesquelles les Français ne savent pas dans quel luxe ils baignent aujourd'hui. Au Liban, les études coûtent très cher, très très cher. Ça veut dire l'équivalent d'aujourd'hui, en collège et en lycée, hein, l'équivalent de 10 000 euros par an. Donc quand on a 4, 40 000. 40 000, déjà pour la France, c'est beaucoup. Alors quand on gagne moins, c'est beaucoup. Hein. Donc il fallait se sacrifier. Mes parents se sacrifiaient, ne sortaient pas, ne faisaient pas plein de choses pour que nous, on fasse ces études. Pourquoi ? Parce que pour nos parents, les études, c'est le bouclier. C'est le seul bouclier qu'ils peuvent donner à leurs enfants pour qu'ils puissent se construire, se réaliser. Et moi, je voyais ça et je voulais vraiment me réaliser et réussir pour récompenser mes parents, mettre les miens à l'abri, etc. Et je planifiais tout. D'ailleurs, je travaillais beaucoup. J'étais doué à l'école, donc je n'ai pas besoin de travailler beaucoup pour réussir à être parmi les premiers. C'est une chance que j'ai eue. Moi, je suis un mec très, très chanceux. Vraiment. Inouï. Je pense qu'être parmi les gens les plus chanceux sur Terre, en fait. Et c'est bizarre parce qu'on parle de la guerre à dire qu'on est chanceux, vaut mieux naître dans un pays en paix, en fait, quand on est chanceux. Mais en fait, la guerre, finalement, est une excellente école quand on ne meurt pas. Et là, un problème, c'est qu'elle tue ses élèves, cette école. Mais quand on s'en sort, la guerre nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend la résilience, elle nous apprend à planifier sous la pression, à planifier dans le chaos, à construire dans le chaos. Ça nous apprend le sens de la vie et du carpe diem réellement. C'est pour cela que le carpe diem, il est dans la chair des Libanais. C'est cousu parce que chaque instant, la mort peut venir vous chercher. Mais est-ce que tu penses justement que... j'ai souvent entendu des histoires d'entrepreneurs ou de success story, hein, où ça commence par quelque chose de dramatique. Et en fait, c'est la douleur du passé qui crée la réussite. Tu crois en ça ou tu crois qu'on peut avoir une vie assez classique et quand même réussir ? Oui, tu as raison. Beaucoup d'histoires d'entrepreneurs, surtout médiatisées, démarrent avec quelqu'un qui est dans la rue, où il a vécu une guerre, où il a perdu tous ses parents. Voilà, un coup dur qui refait le sursaut, on va dire. C'est vrai, il y en a beaucoup d'histoires comme ça, mais il y en a énormément d'histoires aussi de réussite incroyable sans vraiment avoir cette partie de souffrance au début. Et il n'y a qu'à regarder les GAFAM. Hein.
les Google, Ouais. Amazon, etc. Enfin, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, et Nvidia, etc. Tous ces gens-là, c'était des startups. Et bon, ils vivaient aux États-Unis, tout allait bien. Ouais. Mais est-ce que ça ajoute une touche particulière? On est la construction de ce qu'on a vécu. Donc on est un bâtiment, on est un édifice qui est en construction permanente. Parce qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, bah, ça vient pour demain, c'est meilleur. Et évidemment, ce que tu vis va te donner soit des points forts, soit des points faibles. Si tu te drogues, par exemple, eh ben, tu vas pas pouvoir... ça va te générer des points faibles et ça va pas te générer des points forts. Par contre, si tu vis une crise, une difficulté, un drame, ceci peut avoir sur toi deux effets, en fait. Il y a deux gens. On parle beaucoup de ceux qui s'en sortent et qui réussissent, mais ça peut casser quelqu'un. Imaginons quelqu'un qui perd l'ensemble de sa famille et il reste le seul vivant. Bah, c'est facile. Soit on devient quelqu'un accroché à la vie, qui veut se battre, qui veut changer les choses, etc. Et ça peut nous donner certaines forces. Ça nous apprend à se démerder seul, etc. Parce qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de nous et tout. Soit ça nous fracasse complètement et on va vers l'alcool, vers des choses terribles et on est mort. Donc en fin de compte, dans la vie, les gens, ils ont leur destin entre leurs mains. C'est en fait aujourd'hui quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup. Quand je suis passé dans l'émission Qui veut être mon associé sur M6, je représente un espoir pour beaucoup de monde. Pourquoi? Parce que tu as commencé ta question par la guerre. Eh bien, simple, ferme tes yeux, pense à un enfant qui a 9 ans, qui joue dans son jardin, avec des moyens très modestes, des bombes qui pleuvent de partout, dans un petit pays. Pense au fait que l'immigration en soi, ce n'est pas quelque chose de facile, ni pour celui qui émigre, ni pour ceux qui reçoivent, qui ne veulent plus recevoir d'ailleurs. Tu penses à toute la complexité, pense à toute cette compétition qu'il y a au monde. Eh bien, si cet enfant de 9 ans, qui est moi, a pu, sous les bombes, faire des études, être très diplômé, parce que je suis allé au plus haut de ce qu'on peut faire en études, quitter son pays, venir dans un pays nouveau, et ce voyage était son premier voyage de sa vie. Arriver ici, continuer ses études, intégrer des équipes de basket, rentrer dans la vie, s'intégrer complètement, démarrer au CNRS, sortir du CNRS, créer une première entreprise, la ramener en bourse à des centaines de millions d'euros de valorisation, s'enrichir, relancer une autre boîte, la vendre, qui est Yoma, relancer une troisième, Yeva Group, qui rachète Yoma et qui achète plein d'autres boîtes comme l'atelier du sourcil, le boudoir de regard, etc. Construire on va dire un patrimoine conséquent, un écosystème conséquent. Ben, si cet enfant-là a pu le faire, chaque enfant en France doit pouvoir le faire. Si on a 2 chevaux, le premier cheval, c'est cet enfant libanais, et n'importe qui en France, n'importe quel autre enfant de son âge, et on a 100 € à miser, sur qui on mise? Ben, sur les enfants français, jamais on va miser sur ce gamin. Donc si lui, il a réussi, tous ces gens-là peuvent réussir. Et donc moi, je suis un espoir pour tout le monde. J'en vois dans le miroir, il y a l'espoir. Tu peux réussir, tout dépend de toi, tout dépend d'une simple chose, prendre ta vie en main et te lever. Personne ne va t'aider si tu ne te lèves pas. Même Dieu. Dieu, dans la Bible, qu'est-ce qu'il a dit? Lève-toi et je t'aiderai. Il ne t'a pas dit reste assis, je t'aiderai. Il y a plein de gens qui sont assis devant leur télé, ils ne veulent rien foutre, ni travailler, ni rien. Et en France, et jalousent des gens qui ont réussi, etc. Moi, il faut que les gens sachent que quand on me voit dans une Porsche ou je ne sais pas quoi, ben on peut dire ah ouais, regarde, il a de la chance. C'est vrai, j'ai de la chance. La chance, j'ai réussi, j'ai croisé plein de gens bien, etc. Mais ils ne pensent pas au nombre de dimanches où j'ai quitté mon foyer, quand eux et leurs amis faisaient des barbecues et des sangrias et des vins rosés. Moi, j'allais à l'aéroport prendre un avion pour m'amener, je ne sais pas où, en Asie, dans un coin que je ne connaissais pas,
Combien de fois j'ai dormi dans des avions? Combien de fois j'ai dormi chez moi? Mais mes enfants, les 4 premières années, qu'est-ce que je les ai vus? Bah, peut-être 4 fois. Si sur une année, il y a 52 week-ends, on va dire... ouais, j'ai essayé de préserver mes week-ends toute ma vie, mais je n'ai pas réussi parfaitement. Mais on va dire, allez, je les ai vus 45 week-ends par an. Et le reste du temps, j'étais sur la route. Même quand j'étais chez moi, je démarrais tôt, je rentrais, ils étaient endormis. Donc, tous ces sacrifices, personne ne les voit. On voit seulement le côté positif. Mais il faut savoir une chose, c'est que je ne m'attriste pas sur mon sort. Parce que ce que je veux seulement, c'est qu'on comprend que l'effort, c'est la base. C'est la base. Il faut aller au boulot. Il faut travailler. Tout démarre par une volonté de prendre sa vie en main, de changer son destin, de créer un destin. On peut dire, je veux gagner de l'argent. Qu'est-ce qu'il y a comme problème dans je veux gagner de l'argent? Si vous gagnez de l'argent, vous êtes généreux? Vous êtes solidaire? Et bien, quand vous avez de l'argent, vous pouvez aider plein de monde. Je le fais. Je prends quand même à une chose, c'est que ça semble avoir été toujours assez clair sur ce que tu voulais et vers où tu allais. Oui. Tu as eu des moments dans toute cette construction entrepreneuriale de doute, à te poser des questions sur est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Tu sais, là tu disais il faut travailler, on voit, enfin, on est vraiment dans la... j'ai plus le mot, méritocratie. Voilà, merci. Tu vois, je suis d'accord avec ça, mais par exemple, il y a des gens, ils savent pas trop vers quoi aller. Ils ont envie, ils sont motivés, mais ils savent pas quel projet va les passionner, ils savent pas quelle est, entre guillemets, leur mission de vie ou leurs objectifs. T'as eu des moments, toi, où t'as pu être un peu dans le brouillard? J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de difficulté, mais je n'ai pas trop été dans le brouillard, dans ce que je veux dans la vie. Moi, je conseille tout le monde, en fait. Tout le monde. À partir du moment où on est conscient, de commencer à penser de ce qu'on veut faire de cette vie. En fait, la vie, c'est quoi? C'est ridicule, en fait. C'est très, très ridicule, la réalité. Hein. On a un passage éclair. Hein. Si on compare la vie d'un humain sur la vie de l'univers, les temps de l'univers, la notion, l'unité de temporelle de l'univers, c'est même pas un clin d'œil dans l'univers. C'est même pas ça. Hein. L'univers a 13,7 milliards d'années, la Terre a 4,5 milliards d'années. Vous vous rendez compte? L'humain existe sur Terre depuis 200 000, l'Homo sapiens, là, depuis 200 000 ans. On a quitté l'Afrique il y a 100 000 ans. Donc, c'est quoi 100 ans? Enfin, c'est rien. Ouais. Donc, on est un insecte qui passe. On sait qu'on va partir. La première information, dès qu'on a de la conscience, c'est quoi? On va mourir. Et ça, c'est une certitude. Et tout le monde, le riche, le pauvre, le roi et le clochard. Après, on sait qu'il y a des années qui servent à chi. Donc, quand on est très enfant, on se rappelle de rien de ce qu'on est enfant. On vit avec nos parents. Notre objectif, c'est manger et dormir. À partir du moment où on a le biberon, à partir du moment où on mange, tout va bien. Et puis, il y a des années de vieillesse où on est limité complètement. Donc, donc c'est 100 ans déjà. Je parle sur 100 ans, hein, je suis généreux. Ouais. Hein. Eh bien, c'est beaucoup moins, en fait. La réalité, la vie réelle, c'est quoi? C'est 40 ans, 50 ans. C'est très peu. Qu'est-ce que tu veux faire dans cette vie? Et tu dois être clair par rapport à toi. On ne doit pas avoir tous la même réponse à cette question. Ça sera grave. Il y a des gens qui disent, moi, je voudrais vivre dans une petite baraque, dans un coin isolé de la France, où je peux acheter ça très très peu cher. Je vais avoir des poules, une vache, et je vais vivre en paix, retiré, reculé, voilà. Il y a des gens qui veulent construire des empires, il y a des gens qui veulent vivre bien, honnêtement, gagner suffisamment d'argent pour pouvoir faire les deux, etc. C'est quelque chose qui dépend de nous. Et on doit vraiment y réfléchir et décider là-dessus. Je pense que l'homme qui a réussi
dans sa vie. Quand on me dit, Jean, est-ce que tu as réussi et pourquoi tu as réussi? Moi, je ne réponds pas par rapport à l'argent. Je réponds par rapport à une phrase. C'est moi, je suis quelqu'un qui vit avec ses convictions. C'est ça qui est essentiel. Tu ne dois pas vivre avec mes convictions. Mais si j'ai des convictions, ça serait très triste de vivre à l'extérieur de ces convictions. Et moi, je suis quelqu'un qui pense qu'on est des passants. Je suis un scientifique, donc tous mes repères, c'est la science. Donc, je considère qu'on consomme de l'énergie en passant. On respire de l'air, on mange, on fout le bazar. On consomme de l'énergie dans cet univers. Et moi, je suis quelqu'un qui aimerait avoir une empreinte zéro dans cet univers. Ça veut dire que je génère à cet univers autant que je lui prends. Donc, je vais essayer de laisser une trace positive derrière moi. Aujourd'hui, on peut regarder mon écosystème et les entreprises que je possède, et les voitures et les maisons que je possède. OK. Mais on peut aussi regarder combien de familles vivent dans cet écosystème. Surtout si vous êtes quelqu'un de bien, si vous traitez l'humain en bien. Moi, j'ai toujours respecté tout le monde. Tout le monde. Pour moi, vous pouvez être le président des États-Unis. Je m'en fous. Vous restez qui vous êtes. Hein. Et moi, je reste qui je suis. Et jamais je vais changer devant une caméra. Ou je vis exactement comme je suis. Et pour moi, c'est ça, vivre avec ses convictions. T'as jamais peur du regard des autres? Non. Ok. Pas du tout. J'ai peur de mon regard. J'ai peur de décevoir mon regard. Ça, je le ferai jamais. J'ai donné une histoire une fois. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, je suis un entrepreneur aguerri, j'ai beaucoup d'expérience. Dans le monde des affaires, mes équipes, ils disent, Jean, c'est Ronaldo. Quand il a le ballon, il est au fond. Il n'y a aucune possibilité qu'il rate le but. Aucune. Et c'est vrai, dans toute ma vie, à chaque fois que le ballon est arrivé, elle était au fond. Direct. D'ailleurs, je n'ai même pas de doute. Hein. C'est ça qui est très fort chez moi. Hein. C'est que le but, il y a un gardien de but, il y a tout ce qu'on veut, j'ai le ballon, il va au fond. Et c'est sûr. Et toute ma vie, ça a été ça. Toute. Même quand il y avait 1% de chance, il était au fond. Donc, j'ai vraiment cette force de conviction, de confiance en moi, de ce que je peux faire, etc. Quand je t'entends parler, et justement cette conviction, autant pour toi que pour tes objectifs, que justement ce Ronaldo qui va mettre un but, est-ce que c'est pas avoir la foi? Ah, mais j'ai une énorme foi. Moi, en la vie, ça c'est une phrase différente. Moi, j'ai une foi christique, okay. Connue. Mais pourquoi j'ai une foi christique? Pas parce que je suis né chrétien. En fait, je ne comprends pas les gens qui ne réfléchissent pas autour de ce sujet-là. Enfin, soit il n'y a rien derrière, et vraiment, c'est la vie, elle perd vraiment beaucoup de son sens, en fait. Surtout avec ce passage si étroit, si machin. Et soit il y a quelque chose. Et s'il y a quelque chose, moi, je suis parti à sa recherche. Donc, né chrétien, certes, mais moi, j'ai étudié toutes les religions du monde. J'ai étudié l'islam, j'ai étudié le judaïsme, et j'ai lu dans le judaïsme, j'ai lu pas la Torah et le Talmud, j'ai même étudié le Zohar, j'ai étudié la Kabbale, vraiment. Le Coran, je connais les versets par cœur, les sourates, etc. Donc je me suis imbibé de ces religions, etc. Dans la guerre, j'ai senti la présence du Christ. Je l'ai senti. Et ça m'a protégé. Et j'ai eu des choses dans ma vie que je ne devais pas sortir. J'aurais dû mourir 1000 fois. Et il y avait toujours une main qui me protège. Et dans le monde des affaires, même mes équipes, ils disent, Jean, quand il y a 1% de chance encore que la chose arrive, ça va arriver. Parce qu'il est protégé. Et en fait, je pense que plus on fait du bien aux autres, plus on est un produit d'amour, plus on est protégé. Ça, je suis persuadé là-dessus. Donc, j'ai étudié tout ça et j'ai choisi
ma religion. J'ai choisi mon Dieu et ma foi. Et j'ai une foi très forte dans ça. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que je suis un scientifique, un pur produit scientifique. Et donc, du coup, je doute de l'existence de Dieu tous les jours. Tous les jours, je doute. Tous les jours. Et d'ailleurs, si les gens m'entendent parler religion, etc., à un moment donné, ils croient ou ils ne croient pas. et en fait, mais je pense que Dieu n'est pas dans la réponse. Je pense que Dieu est dans la question. Il y a Gibran qui dit ne pose pas la question si je suis dans le cœur de Dieu. Pose la question si Dieu est dans ton cœur. C'est l'inverse, en fait. Donc, pour moi, c'est pas à Dieu de te chercher, c'est à toi de le chercher. Et si tu le trouves, tu es très fort. Donc, le doute doit exister. Et si toute personne qui a une foi sans doute est presque criminelle. Il faut douter. Par contre, je ne peux que constater la présence de cette main qui m'a toujours protégé. Je ne peux que la constater. Ça veut dire que mon cerveau dit « Allez, attends, l'univers c'est ça, machin, le Big Bang. » Moi, je suis amoureux d'astronomie, etc. Donc, je lis tout là-dessus et tout. Et en fait, ce qui est génial d'ailleurs, c'est que même avec toute la science qu'on a, si l'existence de Dieu est probabilistique, la probabilité qu'il existe est supérieure à la probabilité qu'il n'existe pas. Ça, la science peut le dire. On ne peut pas dire plus. Mais tu vois, quand tu parles là de religion, justement, tu as étudié beaucoup de religions, donc tu as dû voir les points communs, les points non communs. Et tu vois, par exemple, j'ai pas de religion, mais je crois en quelque chose de plus grand. Je crois en l'énergie, je crois en un univers, en tout cas. J'ai une spiritualité ouverte, mais qui n'a pas de nom. Enfin, je la fabrique. Je crois en quelque chose de plus grand, mais effectivement, je la nomme pas. Comment tu te situes par rapport à ça, justement, en ayant étudié... Moi, je pense c'est... l'humain a mis des mots derrière les choses. La première chose, c'est que est-ce qu'il y a quelque chose un grand créateur, un grand architecte, je ne sais pas ce qu'on peut l'appeler, un dieu, un être suprême, une force. Alors évidemment, Dieu n'a pas une barbe, il n'a pas un doigt qui pointe. Hein. C'est pas comme ça, Dieu. Pour moi, Dieu, c'est pas ça. Pour moi, Dieu, c'est l'amour. Ma conviction forte, c'est Dieu existe. Je pense qu'on appartient à Dieu à un moment donné. Notre âme est chez Dieu. Moi, je crois dans l'immortalité de l'âme. Donc, je considère que cette âme quitte son créateur à un moment donné, vient sur Terre, vit une expérience et repart. Alors, est-ce que tous les âmes repartent vers Dieu? Dieu veut qu'elles reviennent. Mais si cette âme n'est pas une âme d'amour, elle n'arrive pas à adhérer à l'amour. En fait, pour moi, l'amour, c'est quelque chose on peut se rattacher à lui. C'est comme une space shuttle où on ne peut pas rentrer si on n'est pas amour. Si on est un enfoiré, lui, il veut bien te récupérer, mais tu n'y arriveras pas. Et donc, du coup, pour moi, ce que les gens projettent comme l'enfer, etc., ou le lieu où... Non, c'est un lieu, c'est de l'errance, en fait. L'âme n'arrive pas à errer, elle n'arrive pas à rejoindre son créateur. Donc, pour moi, en fait, la réalité, le premier point, c'est est-ce qu'il y a un créateur ou pas? On le donne n'importe quel nom. Est-ce qu'il y a une force qui a balancé le Big Bang au début et qui a laissé dérouler les choses? Après, on va aller dans beaucoup plus de philosophie et dire est-ce qu'il intervient dans la vie ou pas? Et là, pour moi, il n'y a pas de réponse très forte. Pourquoi? Parce que si Dieu intervient dans la vie, on prend la Shoah, des millions de Juifs massacrés. Il y a une phrase, on dit Dieu est mort à Auschwitz. En fait, ce n'est pas Dieu qui est mort à Auschwitz. C'est l'idée du Dieu qui intervient dans la vie de tous les jours est morte à Auschwitz. Pourquoi? Parce que s'il est bon et il intervient, pourquoi il laisse tuer tous ces gens? Mais il peut être bon et ne pas intervenir. Parce que soit il n'est pas bon et ce n'est pas Dieu, soit il est incapable et ce n'est pas Dieu. Donc, il ne doit pas intervenir. Et cette idée-là est née de ça. C'est cette idée que Dieu n'intervient pas dans la vie des humains. Sauf que j'ai vu des choses dans la guerre
J'ai été protégé. J'ai vu des choses au Liban. Il y a un certain saint Charbel qui est très, très actif. Très actif. Actuellement, c'est le saint le plus actif au monde. Il y a des choses qui sont complètement incompréhensibles scientifiquement, qui s'opposent à tout ce que je suis en train de dire. Donc, et c'est pour ça que moi, je dis Dieu est dans la question et pas dans la réponse. Et je pense, en tout état de cause, que Dieu est amour et tout ce qui s'éloigne de l'amour ne doit pas avoir lien avec Dieu. Je suis assez convaincu que dans la vie, il y a deux choix. C'est soit des choix d'amour, soit des choix de peur. Et que je trouve, en tout cas, et même pour moi, qu'il n'est pas toujours facile de faire des choix d'amour parce que la peur est trop là. La peur du manque, la peur du manque de sécurité, de ceci, de cela. Tu arrives à gérer ça justement, alors, enfin, je ne parle pas forcément de manque financier, ça peut être faire des choix où on a peur de quelque chose, alors on va garder plutôt la sécurité de ce qu'on a, peur peut-être de sortir de notre zone de confort ou autre, plutôt que de choisir l'amour de l'envie de sortir. Enfin, j'ai l'impression que c'est commun, là je parle de moi, mais c'est commun à pas mal de personnes qui peuvent être bloquées entre la peur et l'amour, et bon, finalement la peur va dicter nos choix plus que ces choix d'amour. Je sais pas si je suis clair dans... Oui, en fait c'est tout ce qui est... moi je pense que c'est pas le choix entre l'amour et la peur, c'est le choix entre la peur, enfin l'effet de la peur sur l'effet de... tout ce qui est positif, la réalisation, l'amour, tout ce qui est positif. Et en réalité, c'est normal. Les gens adorent leur zone de confort, en fait. Ils les adorent. Tout le monde est très bien au chaud, là. Donc, quand on décide de faire le pas à l'extérieur de sa zone de confort, c'est pas facile. Et par contre, il faut que les gens sachent que rien de magique se produit dans les zones de confort. Je me rappelle de cette soirée où j'ai décidé de lancer Memscap. J'étais au CNRS. J'étais bien payé. Parmi les meilleurs du labo. Vraiment. Très, très bien payé. Et je consultais pour des boîtes américaines, donc j'étais vraiment bien payé. J'étais étranger. Encore. Carte de séjour. Donc, je n'avais pas encore ma nationalité française. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire l'échec peut avoir des conséquences très graves. Pas seulement... on a échoué, mais je peux dégager aussi. C'était dur et très risqué de quitter cette position où ma vie était réglée, mais huilée. J'étais le président de toutes les conférences du domaine. J'avais 250 publications scientifiques, plus de 50 brevets. J'avais des contrats avec l'industrie de partout. J'étais un homme respecté de partout. Dans la recherche, vraiment, j'étais quelqu'un de bien. Là, sa vie roule, sa vie privée roule, tout roule. Et moi, je suis venu ce soir-là dans un restaurant à Grenoble qui s'appelait le Petit Paris, je pense, décider que ça y est, je vais créer Memscap. Ce jour-là, je me rappelle très, 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 très bien. Je suis un homme du Sud. Les gens du Liban, tout ça, c'est les gens du Sud. Et les hommes du Sud, la nuit, ils sont faibles. Ils ne le disent pas, mais c'est la vérité. Un homme du Sud, le jour, il peut affronter une montagne, une armée. Mais dans la nuit, il a un peu mal au cœur. On est plus faible la nuit. On est des romantiques à la base. Et moi, j'ai pris cette décision au dîner. Ouais. Et je me rappelle vraiment, j'ai quitté, c'était à Grenoble, les années 90, 94, 97. Et je suis sorti, je me suis dit, j'habitais le centre-ville de Grenoble à l'époque. J'ai eu un très très bel petit appartement parisien, avec des poutres et des machins. Et je me suis dit, Jean, ce soir, marche jusqu'à l'appart. Donc je suis parti à pied, une petite marche, 15 minutes. J'avais l'impression que j'ai marché pendant 2 heures, tellement j'avais mal aux genoux. Tout le chemin, je disais, mais est-ce que je suis un malade? Qu'est-ce que c'est que cette décision? Et je suis rentré chez moi et toute la nuit, j'étais pas bien. Je réfléchissais, ma tête tournait, je retournais dans mon lit, je disais, est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que c'est la bonne décision, etc. Et le matin, l'homme du Sud a retrouvé le soleil. Ouais. Et là, j'avais plus de doute. Et je suis parti comme une bombe. Et j'ai pris tous les risques. C'est vrai que c'était risqué. Mais si je n'avais pas fait ça, qu'est-ce que je serais aujourd'hui? Peut-être un directeur de recherche au CNRS, très éminent, ce qu'on veut.
c'est pas mauvais. Mais par rapport à tout ce que j'ai réalisé, pour moi, par rapport à la compatibilité de ma vie actuelle avec mes convictions et ce que je veux faire dans la vie, parce que j'étais pas ce mec-là qui devrait terminer au CNRS, DR1, machin, etc. C'était pas ça ce que j'envisageais pour moi. Je rêvais. C'est pour ça que je dis, il faut vivre avec ses convictions. Il y a peut-être quelqu'un aujourd'hui au CNRS qui rêve de devenir un directeur de recherche et un DR1 à la fin, etc. Et il n'a pas réussi, il n'a pas échoué sa vie face à la mienne. Et on a tous les deux réussi notre vie de la manière... Pourquoi ? Parce qu'on a vécu avec nos convictions. L'échec dans une vie, c'est vraiment vivre avec les convictions des autres, pas les siens. Donc, mais moi, mes convictions, c'était pas ça. Ce que je voulais, c'était pas ça. Donc, si j'avais choisi le confort, si j'avais fléchi face à la peur, eh ben, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Vous imaginez le nombre de familles que je n'aurais pas impactées, comme je le fais aujourd'hui. Le nombre de familles. Parce que dans mon écosystème, il y a énormément de personnes et énormément de familles. Au-delà de mon écosystème, les gens que j'ai aidés dans ma vie, que j'ai pu aider. Là-bas, je n'aurais pas pu les aider comme je les ai là aidés, etc. Donc, j'aurais, en fait, si on regarde tout un écosystème, il n'aurait pas existé. Ça aurait été catastrophique. Est-ce qu'il faut être sans peur, le chevalier sans peur pour réussir ou pour faire les choses? Non. Dans la guerre, une des leçons de la guerre, c'est que les grands combattants, ils ont peur. C'est les fous qui n'ont pas peur. Ils ont peur. Vous imaginez quand vous descendez avec votre arme au Liban face à l'armée du régime syrien, l'armée des Palestiniens, l'armée de tous ces armées-là qui étaient contre nous, 15 000 hommes qui se battaient face à des centaines de milliers d'hommes hyper armés, hyper équipés. Toute la terre veut que les chrétiens ne la ramènent pas un monde dans des bateaux et viennent s'installer en France, au Québec ou je ne sais pas où. Et nous, on ne voulait pas quitter nos maisons, on défendait nos maisons. Donc ça veut dire qu'on se battait contre toute la terre en fait. Et bien, ces 15 000 hommes-là qui descendaient se battre, ce n'étaient pas des fous furieux. Les fous furieux parmi eux sont morts. Ils sont morts. Les vrais gaillards, les vrais combattants, etc., leur cœur palpite au début. Quand les premiers tirs arrivent, mais vous avez beau être qui vous voulez, votre cœur il va partir en chamade. À un moment donné, vous maîtrisez, vous avez de la lucidité, vous vous battez pour une cause. Dans la guerre, c'est votre maison, mais dans les affaires, c'est autre cause, d'autres causes. Vous vous battez pour une cause, vous êtes convaincu dans cette cause, vous êtes convaincu de votre place dans l'univers, vous êtes au bon endroit, c'est votre endroit. Et là, la force se matérialise et la peur passe de peur paralysante à une énergie qui vous donne la force pour monter la montagne que vous allez grimper. En 2024, tu as eu un moment compliqué. Oui, très compliqué. Ça sous-entend que tu as perdu tes convictions. C'était quoi ce moment et est-ce que tu fais un lien justement avec ces convictions? Parce que quand on t'écoute, tu parais quand même être le combattant. Je suis un combattant. Tu es un combattant de ton enfance à aujourd'hui. C'est le mot qui me définit. Tu parles de chance, tu parles de réussite, tu parles de Ronaldo qui va toujours atteindre son objectif, marquer son but. Alors, j'aime pas du tout cette expression, mais on voit presque une machine de guerre, tu vois, dans la façon dont tu présentes les choses, et qui est très inspirante parce que motivante. Pourtant, en 2024, il y a eu un moment compliqué. Comment Jean se retrouve dans un moment compliqué? Qu'est-ce qui se passe? Je suis une machine de guerre dans mon exécution. Mais c'est une machine de guerre qui a un cœur plus gros qu'elle. C'est-à-dire que c'est une machine de guerre qui ne fait pas. C'est une machine de combat et non de guerre. C'est-à-dire moi, je ne mène que des guerres justes. Je ne suis pas un soldat. Ouais. Si on me dit, est-ce que tu es un soldat, même de la paix et de l'amour, je ne suis pas un soldat. Parce qu'un soldat, il exécute les ordres. Il reçoit des ordres, il ne les discute pas, il les fait. Moi, non. Moi, je mène des combats dans lesquels je crois. Et là,
je suis redoutable. Parce que dans l'exécution, je suis une machine. J'opère vraiment, je suis très efficace. Maintenant, l'Ecclésiaste, dans la Bible, il dit malheureux celui qui grandit sa sagesse parce qu'il va être triste. Et en fait, moi, je suis un être très complexe. Ça veut dire que je ne suis pas qu'un entrepreneur, je ne suis pas qu'un scientifique. Je suis aussi quelqu'un qui est en quête de spiritualité. J'ai beaucoup d'éléments et je lis beaucoup, etc. Et je réfléchis beaucoup. Je réfléchis pourquoi je suis là. Depuis que je suis gamin, il y a une question qui me tourne tout le temps et je cherche. Est-ce que Dieu existe? Pourquoi je suis là? Quel est le sens de l'existence? J'ai donné une conférence une fois sur le sens de l'existence. En début 2024, je viens de passer les 50 ans, etc. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de déceptions. Beaucoup. Je pense que j'étais tellement trahi. Je l'ai dit une fois, j'ai dit, si chaque trahison, c'est un couteau, une trace de couteau dans le dos, si je me déshabille, il ne reste plus de place pour des couteaux sur mon dos. Tellement j'ai pris de couteaux. Parce que je suis quelqu'un qui croit en l'homme, qui ne veut pas changer, vraiment qui ne veut pas changer. Ça veut dire que je veux donner encore une chance à l'humain toujours. Et je ne veux pas que devenir noir, venant de là où je suis venu, étant combattant, etc., je ne supportais pas ça au début. J'étais un jeune qui a énormément d'énergie, de puissance, etc. Il faut se rendre compte que j'ai créé Memscape à 27 ans, à 30 ans, je l'ai coté pour 430 millions d'euros. Donc, très vite, j'ai eu de la puissance, on va dire. Et les gens m'ont déçu, m'ont trahi. J'ai eu des grandes loyautés. Hein. Dans ma vie, j'ai des gens des grands loyaux. Je les cherche d'ailleurs. Mais j'ai eu des trahisons énormes. Et une partie de ma vie, j'avais un carnet noir. Tous ceux qui me trahissaient, je mettais leur nom dans ce carnet noir. Okay. Honnêtement, de 30 ans à 40 ans. Et je n'effaçais leur nom du cahier que quand je les ai démontés. Ça veut dire... Et à l'époque, on disait, Jean, tu le croises une fois, pas deux. Parce que tu me fais un sale coup, prépare-toi. Et je vais te le rendre 10 fois. Et c'était toujours comme ça. Et il y a des gens, ils m'ont fait du mal, je les ai démontés derrière. Et je me rappelle, je disais à ma DRH à l'époque, je dis, je comprends pas ces gens. Ils sont en vélo, et ils viennent face à un camion, et ils disent, on va te casser la gueule. T'as aucune chance, mec. Je suis un camion, t'es en vélo, et je vais te démonter. Et moi, je cours, ou je marche les week-ends, fonction, et j'ai un schéma. Quand j'ai eu 40, un peu plus que 40, autour de 40, une fois, je courais et il y a une chapelle sur mon chemin. Je m'arrête toujours dans cette chapelle, j'allume une cierge, je fais une prière, je pars. Je recontinue. C'est un peu emmerdant parce que j'arrête la marche et la course et je repars, donc je refroidis, je repars. Mais c'est un moment de paix pour moi très important. J'adore ce moment. Donc je ne le rate pas. Et je rentre et j'étais en train de prier et tout. Et quand je suis dans cette église, la prière, elle est plus une méditation, plus qu'une prière. Je parle avec Dieu, en fait. Et je réfléchis à tout ce que j'ai fait. On commence à réfléchir à 40 ans, en fait. On a des crises, la crise des 40, la crise des 50. Et je me suis dit, mais Jean, pourquoi tu es en train de faire ça? Pourquoi ces gens-là, ils sont en train de créer en toi une part noire. Parce que tu deviens comme eux. Tu ripostes. Et tu n'as pas besoin de riposter, en fait. Pourquoi tu ripostes? Ils t'ont trahi, ils t'ont pas coulé. Ils ne peuvent pas te couler, de toute manière. Donc, pourquoi tu réponds? C'est comme si quelqu'un, il vient, il raye un camion avec sa clé. Le camion, il s'en fout. Donc, je peux lui rouler dessus avec le camion. Mais et donc, ce jour-là, j'ai quitté la chapelle, j'ai brûlé le livre. Je l'ai jeté. Ok. Mon carnet. J'ai un autre carnet maintenant. J'écris les noms des gens exceptionnels que je rencontre pour pouvoir un jour ou un autre, aller les recruter, aller faire
et je les observe. En fait, quand j'écris un nom de quelqu'un, c'est-à-dire que je commence à le regarder. Je l'observe, j'observe les gens, je prends mon temps pour les observer avant de les approcher et d'avoir une relation avec moi. Et du coup, je suis revenu l'être que je suis. Et moi, je ne suis pas un être comme ça. Je ne suis pas... Avec leur noirceur, en fait, ils m'amenaient dans le noir. Et moi, je ne voulais pas être. Moi, je suis un être de lumière. Je veux rester dans la lumière. Ouais. Et en réalité, je me suis dit, le simple fait de sortir de leur vie est une riposte. Donc maintenant, c'est simple. On trahit, je change de trottoir et c'est fini. Ils ne me verront plus jamais. Et pour moi, la perte est grosse pour eux parce que je suis parti. Maintenant, c'est cet être-là qui arrive dans les 50 ans. Et quand j'arrive là, j'ai beaucoup de déceptions, beaucoup de trahisons, beaucoup de choses qui arrivent dans la vie. Et en même temps, je suis quelqu'un qui a, on ne peut pas dire trop vécu, très vécu, on va dire. J'ai fait beaucoup de choses. Dans ma vie, j'ai vécu. Ma chair a joui de tous les plaisirs du monde, en fait, qu'on peut avoir, tous les rêves. J'étais en course contre le temps. Il faut comprendre que moi, depuis le premier instant de ma vie, le temps, c'est mon ennemi. Je voulais réaliser le maximum de choses dans une unité de temps. J'étais en course au début parce que je voulais mettre les miens à l'abri, réussir, donner à ma mère, machin, etc. Et en fait, on ne gagne pas toujours ces combats, mais j'étais tout le temps en course contre le temps. Et je suis sûr que dans une vie, on ne peut pas faire plus que ce que j'ai fait. Peut-être on peut faire plus d'argent, ou peut-être on a... Mais ce que j'ai fait dans l'ensemble, indépendamment de la valeur quantitative de l'argent, mais vraiment la vivre complètement, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Il n'y a pas un endroit que je n'ai pas connu, j'aime manger, j'ai fait tous les étoilés du monde. J'ai vraiment vécu. Et déception, quelqu'un qui a vraiment brûlé la vie et qui a beaucoup vécu, qui réfléchit à son existence, etc., c'est un très dangereux cocktail. Et je me commençais à me dire, mais pourquoi je dois rester ici ? Parce qu'il y a encore un quatrième élément qui rend ce cocktail très dangereux, c'est le fait que je déteste vieillir. Ça me hante, l'histoire de la vieillesse. C'est pas que... moi, j'ai pas peur de la mort, du tout. Mon premier testament, je l'ai fait, j'avais 27 ans. Donc, c'est intégré en moi, la mort. Hein. Un jour ou l'autre, elle va venir et je l'attends. Il n'y a pas de souci. De toute manière, quand elle arrive, je ne serai plus là. Elle est là, moi, je ne suis pas là. Donc, j'ai pas peur de la mort. Et j'ai plus peur de ma disparition par rapport à des gens que j'aime. Mais pas par rapport à moi, en fait. Ouais. Par contre, j'ai peur de la vieillesse. Il m'arrive, je me déplace à Paris, j'ai un contrat avec le G7 Club Affaires, donc je suis dans la voiture derrière, puis je regarde en fait à Paris. Il m'arrive aujourd'hui de voir des gens âgés qui marchent sur le trottoir, etc. La fois dernière, j'ai vu un mec qui était grand en fait, donc je me suis projeté en lui en fait. Il marchait si lentement et j'ai regardé ce type et j'ai vu comme un film défiler devant moi. J'ai imaginé cette personne puissant, quelqu'un de je sais pas quoi, qui arrivait à faire plein de choses, quelqu'un que si on se battait contre lui il y a quelques années, il vous éclate, etc. Et ce type maintenant qui prend 5 minutes à traverser 10 mètres. Et je me suis donc projeté en lui et c'est quelque chose qui me fait peur. Comme quoi, on a tous un point faible. Et avec ces 4 choses-là, j'ai dit, en fait, pourquoi je reste ? Vaut mieux partir comme ça. Je ne connais pas la dégradation de l'âge et l'humiliation de l'âge. Il n'y a plus grand-chose à faire sur cette terre parce que tu as quand même fait beaucoup de choses. Tu vas te débarrasser de tous ces couillons qui t'ont trahi. Et tu vas être en paix, en fait. Mais tu ne peux pas partir parce que tu ne peux pas le faire. Tu as ta famille, les gens qui t'aiment, etc. Tu génères du malheur pour eux. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui génère du mal. Donc, du coup, ça m'a déprimé. Parce que je me retrouvais dans une situation où mon cerveau me dit ça ne sert à plus à rien de rester, mais tu ne peux pas le faire.
Donc je suis au milieu entre je peux pas le faire, mais de toute manière c'est Sarachi tout ça. Ça a duré combien de temps cette période-là? Ça a duré 9 mois, une année. C'est quand même assez long. Oui, Donc, très du coup, long. il y avait un sentiment de vide quelque part qui était là. De inintérêt, rien qui m'intéressait. Ça a démarré l'année pour Memsca par exemple en bourse. L'action a fait plus 900%. C'était la plus grosse progression de valeur à Paris. Tout le monde me disait Jean, mais t'es génial, vraiment, tatati. Et moi, je regardais et je me disais, qu'est-ce que je m'en fous. En fait, ça me créait aucune émotion. Ouais, aucun bonheur. Hein. Je disais, c'est bien. J'étais content, en fait. J'étais content pour les gens qui m'ont fait confiance, qui sont restés dans cette action, qui ont acheté cette action, qui m'ont soutenu. Mes actionnaires qui m'ont soutenu pendant une période très dure où il y avait beaucoup de doutes. Et là, pour eux, c'était l'heure de gloire parce que tous les gens qui m'ont soutenu, etc., quand vous êtes pas bien dans une période, tous les gens ils disent mais vous êtes con, vous croyez à ça, mais vous êtes con. Et là, c'était leur tour de dire mais vous étiez con. Parce que, voilà. Donc j'étais content pour ces gens-là. Pour moi, ça me faisait rien du tout. Il y avait pareil chez Eva Group, on faisait acquisition sur acquisition, le groupe grandissait, etc. Donc il y avait de quoi être heureux, etc. Et en fait, la force dans ma vie privée a joué un rôle très fort. Ça veut dire que ma famille m'a entouré d'une manière incroyable. J'avais même des gens qui m'appelaient pour me poser... mes neveux qui m'appelaient, qui me disaient mais ça va tonton et moi je disais mais et oui ça va, qu'est-ce que tu veux? Parce que d'habitude on m'appelait, il avait besoin de quelque chose et tout. Mais rien, je voulais savoir comment tu vas. Je vais bien. Et en fait mes enfants, mon foyer a eu beaucoup d'impact sur moi. Ils m'ont soutenu d'une manière très très forte. Je leur ai fait du mal. En fait, j'ai fait beaucoup de mal à ma famille. C'est ma femme et mes enfants. J'ai fait beaucoup de mal parce que c'est dans cette période-là, dire que tu n'as plus envie de vivre, c'est quand même dur à entendre. Et moi, je pensais qu'il faut que je les prépare. Donc, parce que je commençais à avoir vraiment... Je réfléchissais beaucoup et je disais, vous savez, si un jour je ne suis plus de ce monde, je voudrais que vous sachiez que j'ai eu une très belle vie. J'ai eu la plus belle des vies. Donc ne soyez pas triste pour moi. Et j'ai tout préparé de manière à ce qu'il ne manque de rien, etc. Et comment tu as retrouvé goût, du coup, à la vie? Je pense que... je pense que... je suis quelqu'un de protégé. Et comme je l'ai dit, je suis un combattant du bien. Et je suis vraiment un combattant du bien. Et je pense que le bien ne voulait pas me perdre. Je le pense vraiment. Je pense qu'il y a eu une réunion du comité du bien. Et ils ont décidé, non, c'est un officier, c'est un chevalier hors commun. On ne va pas le perdre parce qu'on va perdre beaucoup en face. Et tout ce qu'il y a comme force a été focalisé sur moi pour me retourner. Et il y a eu derrière des concours de circonstances qui arrivaient, des choses qui m'ont remonté de sous l'eau lentement et qui m'a ramené à mon état normal, on va dire naturel. Et honnêtement, il y a même des choses qui sont au-delà de l'amour de mes proches, qui m'a vraiment aidé. Il y a eu des choses qui se sont produites qui sont presque surnaturelles, en fait. C'est-à-dire des choses difficiles d'en parler, mais dans cette église-là où j'y vais tout le temps, quand je cours, parce que je vais pas à la messe moi, donc j'y vais, je m'isole dans cette église 5-10 minutes, je prie, je pars. Cette fois-ci ça a été beaucoup plus long. Je suis resté dedans une petite demi-heure et j'avais rencontré mon frère Georges, s'inquiétait beaucoup sur moi et il m'a dit mais est-ce que tu parles à maman?
Et je lui ai dit non, je parle pas à maman. Enfin, je prie pour maman quand je prie. Je prie, je dis à Dieu, protège-la, quoi. Je prie pour elle, en fait, je prie pas pour. Ouais. Et il me dit, bah moi, quand c'est pas bien, quand c'est la merde, etc. Georges, c'est un entrepreneur comme moi. Il est patron de Sequence, sa boîte est cotée en bourse, etc. Donc, on a une vie qui se ressemble. Et il me dit, mais écoute, moi, quand c'est un peu difficile, je lui parle. Je lui demande, je dis, ah là. Et ce jour-là que je priais dans l'église, je me suis rappelé de sa phrase, etc. Et puis j'ai dit, écoute maman, là, je ne sais pas si tu existes, je ne sais pas si tu es là. En tout cas, si tu es là, si tu dois bouger, c'est maintenant. Hein. Parce que j'arrive à une situation très très compliquée. Donc, et puis, d'ailleurs, si tu existes, fais-moi signe. Envoie-moi quelque chose, quoi. Je veux savoir. En fait, quand j'étais petit et la lune était pleine, ma mère m'appelait toujours dehors, elle me dit « Viens voir la lune. Jean, viens voir la lune. » Et la lune au Liban, elle est très très belle, très très, très grande, très très proche. On a l'impression, en fait, on a des chansons. Il y a une chanson de Fayrouz, c'est « Nahna ul Amar Jiran ». Ça veut dire « Nous et la lune, nous sommes des voisins. Sa maison est derrière nos collines, etc. » Et donc, ma mère a toujours été cette lune-là. Et depuis la naissance de mes enfants, je leur montrais la lune, j'ai dit, c'est maman. Donc, je termine, je descends, je vais chez moi, je m'allonge. Il y a mon parc de ma chambre, on voit tout mon parc. Et d'habitude, je ferme. L'histoire, quand j'arrive, c'est la nuit, et puis il y a les systèmes d'alarme qui s'activent, etc. Et ce jour-là, je dis, bon, allez, je ne vais pas fermer. Je vais regarder le parc. Et j'étais pas bien. Et ma femme est arrivée, elle m'a dit, mais Jean, ça va, etc. Et puis, est-ce que... Elle parle à ta mère, quoi. Et je lui dis, je lui ai parlé. Et je tourne comme ça. Et en fait, la lune, vraiment, c'est juste incroyable. C'était en plein milieu de ma vitre. Plein milieu. Et on voyait que ça. Et c'est dur parce qu'il y a un petit bout où on peut voir le ciel. C'est impossible, sinon. Et t'es dedans. Et pour moi, c'était vraiment très frappant, quoi. Donc, j'ai même les larmes qui ont coulé. Je monte à Paris, je dîne avec une amie dans un resto où on voit l'église Saint-Eustache. Je lui laisse la vue, par galanterie. Et elle me dit, Jean, je t'ai interviewé beaucoup de fois, etc. Il y a une affaire avec ta mère, etc. Tu n'es pas sorti de ça. Et moi, je lui raconte ce que j'ai vécu là. Et elle devient blanche, quoi. Elle me dit, regarde derrière toi. Et je tourne, l'église Saint-Eustache, les nuages de Paris qui s'ouvrent au plein milieu de la lune. C'était vraiment, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux de plus de signes franchement, c'est du délire, là. Et donc, après, je fais un trajet avec mon frère et il me dit, maman est morte une nuit de pleine lune, je suis sûr. Je ne savais pas que maman, elle t'appelait pour la lune, etc. Elle est morte de pleine lune. Et j'ai dit, non, j'arrête. Il me dit, non, je te promets. Et j'étais chez des amis et on a entendu la chanson de Fayrouz et la lune était là, etc. Et donc moi, je ne l'ai pas cru. Je suis parti sur Internet, j'ai cherché, j'ai mis Liban, telle date, machin, exposition de la lune, 100%. Et à partir de là, en fait, j'ai vraiment senti plein de choses qui arrivent, qui veut être mon associé, tout ce bazar-là qui arrive en même temps et qui me envoie des doses d'énergie, en fait, énormes. Et je suis sorti de tout ça. C'est une très belle histoire au final, parce que tu as gardé, quelque part, tu as fait confiance à la vie, une foi encore qui est revenue, à cette énergie plus grande, à cet invisible, toi le scientifique, presque cartésien, oui, qui est tout aussi ouvert à l'invisible. Et c'est beau. En fait, moi, je dis toujours que je suis l'ensemble des contradictions. Je suis un ange et je peux être un démon. Je suis un scientifique cartésien, rationnel, et j'ai une foi qui dépasse la raison. De toute manière, il faut savoir une chose, que la foi, c'est le verbe croire. Et la science et tout ça, c'est le verbe savoir. Notre savoir, aujourd'hui, s'arrête au mur de Planck. Nos équations ne marchent plus. C'est-à-dire, à partir d'une certaine température, on va dire, toutes nos équations tombent. Et c'est pour ça que
arriver à ce bout de Big Bang, c'est très compliqué. Avoir une équation unique qui décrit tout le modèle, c'est très très compliqué, etc. Mais pour moi, à un moment donné, le verbe savoir laisse sa place au verbe croire. Alors, on peut ne pas croire. Je ne porte pas de jugement. Moi, je juge personne, en fait. Je n'ai pas de jugement sur les gens. Je m'interdis ça. Et même quand ma nature humaine me fait juger en regardant quelqu'un au fond de moi, j'ai une opinion, je ne la dis jamais. Je la garde pour moi. Je ne supporte pas à porter des jugements sur les gens. Et par contre, je pense que la vie est beaucoup plus simple quand on a la chance de croire. C'est très compliqué quand on ne croit pas. Très compliqué. Ouais. Il y a une étude qui dit d'ailleurs que quand on a la foi, on vit plus longtemps. C'est sûr. Sorti, Exactement, ça fait partie des zones bleues aussi. Hein. C'est une des choses qui ont été déterminées dans la zone, quand on a défini les zones bleues. Et comment tu gères aujourd'hui en fait, il y a beaucoup de choses hein, évidemment, on est très différents, mais la peur de vieillir, moi, c'est une de mes plus grandes peurs. Je vais avoir 40 ans dans 4-5 mois, là. Je peux vous donner tout mon argent si tu me ramènes à ton âge. Ça veut dire, fais-moi gagner 10 ans, moi je donne tout et je reprends. Ah ouais. Ah ouais. Bah, je vois là que j'ai très très peur d'arriver à mes 40 ans, que j'ai l'impression de commencer à perdre mes cheveux, je suis dans une angoisse quotidienne. Cet été, j'ai beaucoup profité, j'ai pris 5 kilos, ça peut paraître idiot dit comme ça, mais ça m'a créé une nouvelle angoisse où là j'ai envie de revenir dans une rigueur, où il y a vraiment ce côté où je suis en train de vieillir, mais en fait si je me laisse comme ça, je vais perdre mes cheveux, je vais grossir, je vais avoir 40 ans, et ça crée une angoisse. J'ai eu ma crise des 30, et là je vois que comme quoi c'était pas suffisant, mais il y a la crise des 40 qui arrive. Mais je me dis, il y aura toujours... Tu verras, la crise des 50, c'est terrible. Mais comment tu gères toi aujourd'hui Moi, aujourd'hui, ce que j'essaye de faire... Attends, sur le micro... Ce que j'essaye de faire, et je l'ai dit dans l'émission, moi j'ai dit « je veux mourir beau ». C'est très malin comme phrase. En fait, la production de Gvema a chopé cette phrase et ils l'ont matraquée. Et comme phrase, c'est une phrase très forte parce qu'on la retient. La réalité, en fait, c'est que moi, je veux vieillir sans humiliation, sans dégradation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux être beau. Beau, c'est un sens large. Hein. Ça ne veut pas dire... La beauté, de toute manière, est relative. Moi, je peux voir une femme belle. Toi, tu peux la voir pas belle. On n'a pas les mêmes... sinon, tout le monde se met avec le même type de femme ou de mec, etc. Donc, non, c'est relatif. La beauté dont je parle, c'est la beauté. C'est la beauté d'exister debout. La beauté de vivre debout. Pas penché, incliné, dégradé, humilié, etc. Et j'ai dit, moi, aux gens, il faut comprendre que cette peur de vieillir peut être amplifiée. Ça veut dire que si on a vécu toute notre vie dans une normalité, c'est moins compliqué la vieillesse. Mais quand on a eu une vie comme la mienne, moi je suis un sportif de haut niveau, donc j'ai été musclé, etc. Donc je suis un enfant de la guerre, donc c'est bagarre quoi. Donc quand je pétais un câble dans des soirées ou machin, où il y a quelqu'un qui m'agressait, moi j'ai jamais attaqué quelqu'un, jamais. Mais je me suis jamais laissé personne m'attaquer. Donc, si un mec s'aventurait à machin, en général, il y en avait un qui était au sol, c'était pas moi. J'avais cette force physique. J'ai cette force physique encore. Il faut pas me chercher. La deuxième chose, c'est que j'ai eu de la chance d'être pas moche, on va dire, physiquement. Et du coup, quand je rentrais, quand j'allais dans un endroit, les gens me regardaient, les femmes me regardaient, etc. Tout ça ajoute des complexités. Parce que un jour, il y a quelqu'un qui vous attaque, vous avancez, il recule. Vous regardez une femme, elle vous regarde, etc. Et puis un jour viendra, vous avancez, il avance. Et il vous met une même. Vous regardez une femme, elle ne vous regarde plus. Attention, on ne vieillit pas dans notre cerveau. Ça veut dire que même l'acte homme-femme, c'est pas parce qu'on a 80
qu'on ne va pas regarder une jolie femme qui a 40 ans en disant bah non, il y a 40 ans de différence. Non, notre cerveau, à la base, qui commande toutes nos facultés sensorielles, ne vieillit pas, lui, du tout. Donc il reste dans son truc. Sauf que le miroir ne va pas renvoyer la même image. Ouais. Et donc, du coup, c'est encore pire, la vieillesse. Non seulement on est démuni, etc., mais on va perdre tous ces points forts qu'on avait, qui vont disparaître. Donc, c'est assez troublant. Et moi, en fait, ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais dans le monde de la beauté et du bien-être, puisque avec Eva Group, je crée le Netflix de la beauté et du bien-être, dans lequel mon objectif, ma vision, c'est mourir beau, c'est créer une communauté bleue qui n'a pas de lien géographique, comme les zones bleues, etc. Tout ça par une hygiène de vie, des produits, des trucs qu'on peut faire pour se maintenir. Et une discipline. Ça veut dire que moi, je sais que c'est important pour moi, d'accord ? Donc, c'est intégré dans ma tête. Donc, cette énergie-là, plutôt que qu'elle te paralyse, il faut que tu la transformes en action. Et comment tu la transformes en action ? Tu as un but, en fait. En réalité, quand tu penses, disons qu'on va mourir à 100 ans. 10 ans. OK ? Disons que tout le monde meurt à 100 ans. Prenons cette hypothèse. Et prenons qu'on est vachement bien jusqu'à 65 ans. Ouais. OK ? Si on peut gratter 10-15 ans du côté des 65 là, et qu'on soit vachement bien jusqu'à 80 ou 90 avant de partir, eh ben c'est quand même un grand gain. OK ? En fait, tu commences à réfléchir parce que tu as 40. À 30, tu réfléchissais pas pareil. Donc, si je te donne 10 ans, là, c'est génial, 10 ans. Ben, c'est encore pire après, les 10 ans. Donc, ça a une valeur extraordinaire. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Ben, c'est simple. Moi, une fois que je décide, je suis très discipliné. C'est une machine. Ça veut dire que, par exemple, moi, tous les matins, je fais 3 minutes de gainage, 25 pompes, un peu de tai chi. Ça prend 8 minutes. Ouais. Le soir, pourquoi le matin et le soir ? Parce que je me douche. Ouais. Parce qu'après, avant le douche, à chaque fois, pareil, machin. Alors, le gain de tout ça, c'est quoi ? Ça, Ouais. je suis très musclé. Je mange comme je veux. Ouais. C'est quand même magique de manger comme tu veux, sans te dire ah merde, si je mange là, je vais prendre 2 kilos. Oh là là, comment je vais... Non, moi je mange comme un bourrin. J'ai été au Liban là 12 jours. Et j'ai mangé, mais c'était inhumain ce qu'on a mangé. Donc, j'ai pas pris 1 kilo parce que j'ai cette discipline. J'ai une discipline aussi du jeûne intermittent. Ça veut dire que moi, je suis convaincu que l'humain n'a pas besoin de manger 3 fois. Ouais. Je suis convaincu que 2 fois, c'est l'idéal. Les dîners, chez moi, dans ma vie, c'est très important. Idéalement, il faut faire petit-déj. Moi, les dîners, on ne peut pas. Donc, j'ai pris la décision de faire déjeuner-dîner. Et donc, le matin, je dîne. Une fois que je dors, je continue jusqu'à 12h30, 1h. Et ça, je le fais tout le temps, tous les jours. Sauf en vacances, 10 jours par an, où je peux me permettre de faire 3 fois petit-déj. Mais je m'en fous parce qu'une fois que je termine le petit-déj, je vais à la salle de sport, direct. Donc, il faut une discipline. Je quitte jamais mon contourieux numéro 2, Yoma. Mais on peut me couper un bras, ce produit-là. Parce que, en fait, pourquoi ? Parce que je l'ai dit plusieurs fois. Faites attention, la perception d'âge, 50%, c'est la zone de butterfly. 50% de la perception d'âge. 50%, je ne sais pas si on se rend compte. 50%. 50%, c'est un contourieux. Le meilleur contourieux du marché, le meilleur, hein, et je le dis très gentiment, c'est le mien. Ouais. C'est Yoma numéro 2 ou le contourieux personnalisé de Yoma. Parce qu'on peut faire sa propre formule. Un de ces deux-là. Pourquoi ? Parce que c'est 26% de produits actifs dedans. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas fait pour les gens, je l'ai fait pour moi. Donc, c'est très très simple. Vous pouvez l'utiliser et si ça ne marche pas, venez me voir. C'est franchement, hein, c'est une tuerie ce produit. Et ça, et je l'ai fait en version qui passe tous les voyages, tous les trucs, contenant ce qu'il faut, personne ne m'emmerde, donc je l'ai toujours. Donc je peux, si j'ai pas de place dans ma valise, machin, je vais tout virer. Ce truc-là, je le vire jamais. Jamais. Tous les jours,
je mets le matin et le soir. Ok. C'est hyper important. Donc, la nourriture, par exemple, la viande rouge, moi j'aime beaucoup la viande rouge, mais j'en mange une fois par semaine. Je ne mange pas tous les... Et je crois d'ailleurs dans ce mode de vie. Ça veut dire que si on mangeait une fois par semaine de la viande rouge ou 2 fois par semaine, ben, on va de l'excès de consommation. Donc la viande rouge prend du prix, parce que sinon ça ne va pas. Mais si la viande rouge devient chère, ben, les agriculteurs mangeraient bien, ils gagneraient plus leur vie, et les animaux, ils auront plus d'espace pour vivre et vivront mieux. Donc c'est un cycle qui me paraît très très bien. Et ça tombe bien, la viande rouge, faire un excès, c'est pas si génial que ça. Donc, mais ne pas manger, c'est pas si génial que ça non plus, hein, parce qu'on manque de fer, on manque de plein de merde après. Donc, du coup, j'approche ma vie d'une manière assez simple. J'ai intégré dans ma vie des mécaniques, des protocoles, on va dire, mais je réfléchis pas là-dessus, hein, je l'ai fait, c'est tout, Ouais. qui me permettent d'avoir un bilan biologique, et j'ai déjà gagné 10 ans. Donc aujourd'hui, moi, tous les tests que j'ai faits me donnent à 44 ans. Or, j'ai 10 ans de plus, voire 11 ans de plus. Donc, le week-end, en plus au gainage, etc., bah, je marche 7 km chaque jour, le samedi et le dimanche. La marche, c'est mieux parce que pour les articulations que la course. Je cours que quand c'est monté, parce que ça tape moins sur le dos. Et donc, j'ai intégré tout ça, et en même moment, je n'ai pas arrêté de profiter de la vie à sa maximum, parce que mon objectif, c'est pas de vivre plus longtemps, c'est de vivre mieux. Et du coup, si c'est pour me priver, bah non, ça ne sert à rien. Ça veut dire qu'on est en train de me piquer des heures intéressantes. Par contre, en intégrant ça avec ça, bah, so far so good, ça avance très très bien, et après on trouve une raison. J'ai des questions, réponses rapides. Ouais. C'est quoi pour toi oser, en un mot? Oser, c'est faire ce qu'on a envie sans faire du mal à autrui. Ok. La première chose que tu fais le matin? Je coule mon café. Tu es plus guidé par l'ambition ou par la foi? Non, la foi. Une croyance que tu avais à 20 ans et qui te fait sourire aujourd'hui? Ça me fait pas sourire, ça m'attristait. Ça m'attriste plutôt, parce que quand j'étais au Liban, j'étais sous les bombes, j'avais confiance que l'Occident n'abandonnerait pas des peuples, ou que les gens bougent pour les droits de l'homme, les États bougent pour les droits de l'homme. Je vivais dans une chimère, parce qu'aucun pays agit aujourd'hui que pour les intérêts de ce pays, ce qui est logique, hein, mais Ok. j'étais naïf. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Perdre de l'argent ou perdre ton temps? Non, perdre mon temps, parce que c'est la chose la plus importante pour moi et la plus chère pour moi. Si tu devais résumer la vie en un mot, ce serait lequel? Magique. Une habitude spirituelle ou un rituel que tu n'avoues pas facilement? En fait, ça se voit dans nos entretiens. Je parle de tout. En fait, moi, je m'en fous. Je vis avec mes convictions, et j'affiche mes convictions. Je n'ai honte de rien de ce que je fais. J'ai honte de rien de ce que j'ai fait dans ma vie. Et je n'essaye jamais d'imposer ma manière de vivre et ma manière de croire, mes croyances, mes trucs aux autres. Je respecte leur manière de faire et je ne les juge pas. Et s'ils veulent me juger sur mes croyances, qu'ils le fassent, je m'en fous. Si tu étais obligé de tatouer un slogan sur ton bras, ça serait quoi? C'est déjà fait. Il y a un truc sur mon bras. C'est quoi? Il y a l'aigle de Saint-Jean. Parce que, en fait, dans le monde des affaires, on m'appelle l'aigle. Mais au-delà de ça, l'aigle, pour moi, c'est l'animal le plus... qui a la vision, qui a la vitesse, qui se rapproche le plus de moi, en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'a appelé comme ça. Mais, et la croix de Saint-Jean en face, donc c'est l'aigle de Saint-Jean, et je l'ai sur mon bras. Si on t'offre une machine à remonter le temps, tu vas dans ton passé ou dans ton futur? Ah non, dans mon passé. Je gagne du temps. Qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire en interview? J'ai toujours répondu que tac. Je me pose la question, je dis ce que je pense.
Et je m'en fous après, en fait. Il y a plein de gens qui me disent Jean, si tu veux qu'on coupe ça, si tu veux ceci, etc. Je m'en fous. Même quand je donne une opinion politique, elle n'est pas politique. Okay. C'est-à-dire que je peux parler sur des choses qui peuvent être considérées comme politiques, mais ce n'est pas dans l'objectif ni de faire de la politique, ni de couler des gens politiques, ni de leur faire du mal, etc. C'est uniquement dans une volonté d'être utile, de faire bouger les gens pour qu'on lutte ensemble pour améliorer la condition de tout le monde à cet instant-là. Je t'avais dit, là on en a discuté vite fait juste avant en off, que je t'avais fait ta numérologie. Oui. Et en fait tu m'avais dit que tu avais 3 nombres favoris, le 3, ouais, le 5 et le 7. Exactement. Et il se trouve qu'en numérologie, en prenant ta date de naissance, il y a ce qu'on appelle un triangle fondamental, c'est les besoins à nourrir pour être aligné dans sa vie. Et en fait, il se trouve que ton chemin de vie, en numérologie, tu as du 7. Et en fait, le 7, il est cérébral, original, différent, expert, intellectuel, spirituel, consultant, chercheur, philosophe. Il peut être vu comme un extraterrestre et il a besoin de trouver du sens dans tout ce qu'il fait. Il aime tout comprendre, étudier, apprendre, approfondir, enseigner, transmettre, analyser, réfléchir, conseiller. C'est un peu un éternel étudiant. Tu te reconnais là-dedans ? Complètement. J'ai l'impression. Complètement. J'ai même dit c'est marrant de se terminer avec ça parce que la phrase de éternel apprenti, en fait, j'ai dit récemment que quand j'ai eu cette crise, la problématique majeure, c'est que une des problématiques majeures était que je commençais à ne plus apprendre en fait. Et moi, je suis avide de ça. Ça veut dire que je considère que les gens qui arrêtent d'apprendre meurent. Ils seront dépassés, en fait. Dans le monde des affaires, si on arrête d'apprendre, on se fait dépasser. Tous les gens qui se s'autosatisfait. Il y a une phrase de Pascal qui est magique, qui dit que le monde, les gens sont entre deux états, les ignorants, au début, qui veulent apprendre, et ceux qui ont appris, travaillé, appris, pour à un moment donné se rendre compte qu'ils sont revenus à la position initiale. C'est qu'en fait, on ne sait rien, finalement, et on a besoin encore. Et tous ceux qui sont hors de ces deux états, c'est des gens qui échouent, en fait. Ouais. Et pour moi, c'est très simple. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'autosatisfait, qui, dans les podcasts, racontent des salades à ne pas savoir quoi en faire, vraiment, qui n'apportent rien à ceux qui les écoutent d'ailleurs. Et eux-mêmes, ils sont tellement devenus imbus d'eux-mêmes qu'ils n'apprennent plus rien. Parce qu'en fait, l'apprentissage, il faut garder son humilité. À partir du moment où tu dis à ton cerveau « je sais tout », ben c'est fini. En fait, tu fermes la porte de l'apprentissage, ton cerveau ne capte plus rien. Et en réalité, cette phrase est fausse, puisque tu ne peux pas savoir tout. Donc, imagine seulement ce que j'ai fait dans les affaires aujourd'hui. Vraiment, si je l'énumère, je sais créer des boîtes, je sais les financer, je sais ramener en bourse, je sais les vendre, je sais les acheter, parce que tout ce que je sais, je l'ai fait. Et ce n'est pas une fois, je l'ai fait plusieurs fois même parfois. Je sais restructurer, je sais développer une boîte, je sais faire l'international, je sais faire des plans sociaux, même les trucs les plus pourris. Je sais plein de choses. Quand j'émets une valeur mobilière, je sais faire des actions, des bons, des trucs, des actions, des absars, dans tous les sens, tous les convertibles, des dettes, tout ce qu'il y a eu dans le monde. Quand je réfléchis, j'ai dit mais qu'est-ce qui reste encore à machin, et je reste à l'écoute et je lis et je machin pour dire non, je vais apprendre ici. Et en fait, c'est vachement bien parce que par la preuve, je rencontre des gens qui, peut-être sur 2 heures, ils vont m'apprendre rien. Puis à un moment donné, pof, ils vont dire un mot et ça va être riche pour moi. Et je l'apprends. Et voilà. Mais parce que je suis avide de cette situation-là, je
Je veux continuer à apprendre. Pour moi, le jour où on arrête d'apprendre, on meurt en fait. Vraiment fan et on meurt. Mais je suis content que mon chiffre soit le 7 parce que, en fait, c'est marrant. C'est mon chiffre. Le chiffre que j'aime le plus au monde. Ouais, c'est ton chemin de vie, donc c'est le nombre le plus important entre guillemets en numérologie. Et tu as donc du 5, où là on va être plus sur ton objectif de vie, c'est un peu ta colonne vertébrale. Et le 5, il est adaptable, curieux, inventeur, énergique, audacieux, chercheur, conquérant, mobile, pionnier. Il aime l'innovation, il aime avoir plusieurs activités en même temps. Il y a une forme de polyvalence avec le 5 qui déteste la routine. Et il a ce qu'il aime le plus au monde, c'est la liberté, la variété, le mouvement, provoquer des changements, aller sur des nouveaux chemins physiquement, mentalement ou intellectuellement. Et j'ai l'impression aussi qu'on est dans le 1000. 5, c'est l'étoile flamboyante, gloire du centre. C'est très important le 5. Pour moi, en fait, 3, 5, 7, c'est les 3 chiffres clés, essentiels. Ouais. Alors, j'ai pas toute ta numérologie, mais le 3, pour te donner une signification en numérologie, c'est l'enfant, c'est la créativité. La créativité, c'est la communication, c'est le lien avec l'autre, avec les autres. Et c'est vraiment l'archétype de l'enfant, donc être dans la joie constamment. Donc c'est vrai que le 3, le 5 et le 7, alors encore une fois, je ne sais pas si tu as le 3 dans ta numérologie, mais c'est un beau combo parce que le 3 et le 5, c'est un peu le petit frère et le grand frère. Il y a la joie, l'enfant, et le 5, c'est la liberté qui va sur des nouveaux chemins, qui aime le mouvement. Liberté, un mot très important pour moi. Ouais. Et le 7, c'est le mot le plus important. L'archétype, c'est le grand-père qui amène cette sagesse, de besoin de comprendre, d'humilité, de tout apprendre. Donc c'est un beau combo en tout cas en numérologie. Eh ben, j'ai appris des choses là, c'est sympa. En tout cas, c'est bon. Les mots qui sont définis par les 7 et les 5, c'est quelque chose qui vraiment dans lequel je me reconnais en fait. C'est absolument. En fait. On va terminer avec ma question signature du podcast. Qu'est-ce que tu as osé de plus grand dans ta vie ? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand ? En fait, j'ai 1000 réponses là. Tout ce que j'ai osé était grand. Tout. Waouh. Tout. Je n'ai jamais vu et visé bas. J'ai toujours dit viser les étoiles. J'ai toujours visé les étoiles. Je suis considéré dans le monde des affaires comme moon shatter. Donc je vise la lune. Et j'invite tout le monde à être comme ça parce que si vous ratez, au moins vous êtes dans la montagne. Si vous visez la montagne, vous tombez dans la vallée. Hein. Donc, j'ai tout osé dans ma vie. J'ai tout osé. Et j'ai tout osé grand. C'est beau. C'est incroyable. En fait, Jean, je tiens à te dire quelque chose. C'est vrai que j'ai écouté pas mal de podcasts de toi déjà en règle générale, mais du coup j'en ai réécouté et j'ai l'impression que tu peux aller sur tellement de sujets. Je sais que tu as fait un podcast avec Alec Henry, extrêmement business, Alec que je vais recevoir d'ailleurs dans quelques jours. Extrêmement business et c'est un podcast de 2h15, c'est que du business. Tu as fait d'autres podcasts où on parle plus de ta vie en général et en même temps quand tu parles de ta vie en général, évidemment il y a certaines choses qui reviennent, mais là j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses sur toi que je ne savais pas et t'es une personne qui a tellement de choses à dire, à raconter. En fait, c'est ma vie, elle a beaucoup de relief. Moi j'ai beaucoup aimé ce podcast parce que ce que je t'avais dit, j'ai vu tes podcasts, ils sont de qualité, etc. C'est pour cela que j'ai accepté de le faire. Mais je t'avais dit, il faut qu'on amène aux gens des choses nouvelles. Il ne faut pas tartiner la même chose aux gens. Et je suis très content parce que ce podcast, il est vraiment différent. Là, on a abordé des choses qui sont complètement différentes. Et en fait, la réalité, c'est que moi, dans les podcasts, vu que je suis moi partout, je ne change jamais, je dis les choses comme je pense, peu importe s'il y a une caméra ou pas, etc. De toute manière, j'ai rien. Tout ce que je fais, je n'ai pas honte de ce que je fais. Je le fais et je suis heureux de l'avoir fait. Donc, du coup, je pense que ce que les gens peuvent voir dans mes podcasts, c'est simplement la richesse des reliefs de ma vie. Il ne faut pas oublier que je suis un enfant né dans la guerre, et la guerre, c'est en soi un machin. Dans cette guerre, j'ai subi des choses qui sont très dures. Le massacre de ma famille dans le village, c'est quelque chose
quand on vient vous tuer parce que vous êtes chrétien, et vous entendez les voisins, et vous avez 7 ans, etc., c'est des choses que vous n'oublierez jamais. Donc il y a beaucoup de choses. Après, il y a le côté immigration. Mon arrivée en France, un nouveau pays, même si la France et le Liban, c'est des pays, on va dire, c'est comme, j'ai dit toujours, c'est comme si on est dans une piscine où il y a une partie couverte et une partie externe. Donc on sent un tout petit peu, ça a changé, mais c'est la même piscine. Donc pour quelqu'un qui vient du Liban ou l'inverse, qui part de France au Liban, il a cette facilité d'intégration, mais malgré tout, ça reste un pays différent, des choses nouvelles, différentes, loin des siens, loin des trucs. Donc c'est dur, toute cette vie-là d'immigrer. Après, dans le côté business, il y a mon côté chercheur à la base, il y a le côté académique. Il y a beaucoup de... Moi, je suis un entrepreneur qui a un background académique qui est très solide. Il y a d'autres entrepreneurs qui ont réussi, qui n'ont pas ce background. Je ne juge pas, hein, mais ça donne une autre tonalité de leur discours. Les affaires, j'ai connu des hauts très hauts, et j'ai connu des bas très bas. Et malgré tout, j'ai réussi à construire. Et en fait... Donc, et puis je suis quelqu'un qui est très intéressé, qui cherche à apprendre tout le temps, qui lit énormément, qui voyage énormément, qui rencontre d'autres cultures, etc. Donc je suis un peu le fruit de tout ça, et quand je parle, j'essaye de, en fait, même sans effort, les choses sortent, et les gens peuvent voir d'autres angles, et je suis très, très heureux de ce podcast qui est allé sur des chemins sur lesquels on n'a pas encore marché, en fait, ce qui est bien. Et je tiens à te dire d'ailleurs, pour terminer, que je te trouve vraiment très beau, charismatique, et que donc, oui, tu as 55 ans, mais alors je serai jamais aussi grand que toi à 55 ans, mais j'espère être aussi, avoir autant de charisme et de beauté, en tout cas de ce que tu dégages, quoi. C'est très très gentil, voilà. Hein. J'ai toujours dit qu'il n'y a que les yeux qui sont beaux qui voient les gens beaux. c'est une phrase d'un poète, d'un écrivain libanais. Il dit sois beau et tu vois l'univers beau. On peut te retrouver sur Instagram? Oui, Instagram, YouTube, TikTok. Partout. Ouais, la communauté est grande maintenant, Totalement. très très grande. Et LinkedIn aussi. Et voilà. Ouais, bah je mets tous les liens de toute façon. Jean-Michel Karam, c'était lien sur les réseaux. C'est parfait. C'était un énorme plaisir. Pour moi aussi. Et je te dis à très bientôt. À bientôt, Salut. merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet entretien avec Jean a pu t'inspirer. C'est une chance, une véritable chance d'entendre des personnalités comme lui justement expliquer l'envers du décor. Qu'est-ce qui se passe dans ses doutes, dans ses croyances, et comment il se dépasse et comment il avance. Et ça, je trouve que voilà, dans les podcasts comme ça, c'est des podcasts qui peuvent être longs, mais qui apportent tellement à mon sens. Je t'ai fait un petit résumé de tout ce qui s'est dit dans cette interview. Tu as le lien dans la description et tu peux télécharger le résumé de cet épisode avec vraiment les choses les plus importantes à retenir de cet entretien avec Jean-Michel Karam. Je te dis à très bientôt. Tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Tu sais d'ailleurs que en te laissant des petits résumés en ce moment, c'est un travail supplémentaire. Donc 5 étoiles, c'est vraiment bienvenu avec un petit commentaire. N'hésite pas. Et Oser by Nico l'Instagram. Tu peux revoir aussi les vidéos pépites de cette interview. Et donc voilà, tu sais où me trouver. Je te dis à très bientôt. Salut.